Il était un peu plus de 11h30, par un mardi matin chaud et calme, dans le centre-ville de Charleston, lorsque Reagan Merrick, 85 ans, poussa la porte du House and Café. Ses vieilles chaussures orthopédiques, usées mais solides, tapaient doucement sur le carrelage comme elle l'avait fait chaque mardi depuis 17 ans. Elle était une présence familière dans une ville devenue plus bruyante, plus rapide et surtout moins humaine. Reagan, elle, restait une figure de calme, une sentinelle discrète d'un autre temps. Vêtue d'un pantalon beige, d'une chemise bleue passée soigneusement rentrée dans la ceinture, vestige d'une époque lointaine, et d'une casquette élimée portant l'insigne de la 111e division aéroportée, elle marchait avec une grâce mesurée, portant avec elle un héritage que peu prenaient la peine de découvrir. Des sauts en parachute au-dessus de la Corée, des nuits recroquevillées dans la jungle vietnamienne avec sa section, des décennies de discipline et de dignité portées sans jamais les imposer. Reagan était l'histoire en mouvement. Elle hocha la tête en direction de la serveuse à l'accueil, offrit un bonjour poli à deux anciens assis au comptoir, puis se dirigea vers la banquette près de la fenêtre. Ce coin n'était pas à son nom, mais tout le monde savait qu'il lui appartenait. Elle commandait toujours la même chose, un café noir, un sandwich à la dinde avec de la moutarde et une part de tarte à la pêche que le propriétaire, M. Henry en personne, avait juré de garder pour elle tous les mardis. Ce n'étaient plus de simples habitudes. C'étaient des rituels. Et pour Reagan, qui avait survécu à bien pire que l'absence d'un dessert, les rituels étaient une forme d'armure. Mais ce mardi-là, quelque chose était différent. Pas en Reagan. Elle souriait encore doucement à la serveuse. Elle pliait toujours sa serviette, avec la même précision, apprise à 19 ans dans un mess à Okinawa. Ce qui était différent, c'était l'homme 2 tables plus loin. Il n'était pas un habitué, pas un visage familier, pas un de ceux qui suivaient le rythme tranquille du café. La trentaine bien entamée, tatouée jusqu'au cou, un casque noir posé sur la banquette à côté de lui, et des bottes abîmées qui frappaient le sol avec une assurance agressive. Même au repos, ses lèvres semblaient méprisantes. Sa voix grinçait comme du gravier dans un broyeur. Dès l'instant où Reagan entra, il la fixa. Un ricanement bruyant accompagna son regard, assez fort pour que tout le café s'interrompe un instant. La serveuse qui devait le servir s'était tournée vers Reagan en premier, comme elle le faisait chaque mardi. Ce fut tout. Mais l'arrogance n'aime pas attendre. « Regardez-moi ce fossile », marmonna-t-il, assez fort pour que les conversations s'arrêtent, les couverts suspendus dans les airs. Elle croit qu'elle est encore importante avec cette casquette ridicule. Quelques murmures s'élevèrent, mais Reagan ne broncha pas. Elle avait entendu pire, dans des langues étrangères, un fusil à la main. Le rire de l'homme, aigu, cruel, trancha le silence ambiant. Elle ne répondit pas. Elle versa 2 petites crèmes dans son café, remua lentement avec la même main qui, jadis, avait suturé une plaie sous des tirs de sniper. Mais le silence dérange les insécurisés. L'homme repoussa sa chaise d'un coup sec. Quelques clients levèrent les yeux. Il s'approcha, posa une main bien trop fort sur la table et frappa l'autre paume contre le bois, faisant trembler la tasse. « Tu crois que cette casquette te rend spéciale, mamie ?» Reagan leva lentement les yeux, son visage impassible. « Dis quelque chose, » grogna-t-il. « Dis que tu ne fais pas semblant d'être soldat pour avoir une réduction sur ta part de tarte. » Puis, dans un geste gratuit et brutal, il tendit la main et fit voler la casquette au sol. Elle tomba juste à côté de sa chaise. Le bruit qu'elle fit en touchant le carrelage sonna comme un coup de feu. Le café s'immobilisa. Plus un mot. Un serveur resta figé à l'entrée de la cuisine, son plateau en suspens. Pendant de longues secondes, seule Reagan bougea. Elle se pencha avec lenteur, ramassa la casquette, la brossa du bout des doigts et la remit sur sa tête. Puis, elle redressa la visière et leva les yeux vers l'homme, avec ce regard qui avait vu tomber des amis dans la nuit. « Ça va vous poser problème, » dit-elle. Pas en colère, pas tremblante, juste énonçant un fait. L'homme éclata d'un rire sec. « Ah bon? Tu vas appeler ton club de tricot ?» Elle ne répondit pas. Elle reprit son stylo et continua de noter quelques lignes pour une collecte de fonds des anciens combattants. Ce silence-là mit l'homme plus mal à l'aise qu'un cri. Il retourna à sa table en grognant, parlant plus fort qu'il ne le fallait,
tentant de retrouver un semblant de fierté. 17 minutes plus tard, le téléphone de Reagan vibra. Elle envoya un bref message. 10 minutes après cela, la terre se mit à trembler. Pas comme un séisme, mais assez pour que les vitres vibrent. Des moteurs puissants approchaient. Tous les regards se tournèrent vers la rue lorsque 4 Humvee camouflés se garèrent, encadrant un SUV noir et un véhicule de commandement couleur sable portant l'insigne de la 27e brigade d'infanterie. Du premier véhicule descendit le colonel Daniel Merrick, grand, large d'épaules, en uniforme impeccable, mâchoire serrée, les décorations de campagne alignées sur sa poitrine. Derrière lui, une douzaine de soldats en tenue de cérémonie avancèrent en formation, silencieux, maîtrisés, intransigeants. Ils entrèrent sans un mot. Les clients se levèrent d'instinct. L'air se chargea d'un respect palpable. Le visage du motard vira au blanc. Le colonel traversa la pièce d'un pas décidé. Reagan se leva pour l'accueillir. Il la salua. Elle répondit lentement, délibérément, avec une main légèrement tremblante. « Elle a été agressée, dit-il, pas en criant, mais bien fort pour que tous entendent. » Reagan hocha doucement la tête. « Il m'a frappé, mon fils. Pas fort. Juste assez pour que je me sente comme si je ne comptais plus. » Les mots fendirent l'air comme un couteau. Le colonel se tourna. « Vous, dit-il au motard, vous avez la moindre idée de ce que vous avez fait ?» Le motard voulut ricaner, mais aucun son ne sortit. Les regards étaient sur lui. Les téléphones braqués, les bouches entr'ouvertes. Vous avez frappé une femme qui a sauté d'un C-130 en pleine nuit, en territoire ennemi. Vous avez frappé une infirmière de guerre qui soignait sous les tirs de mortier. Vous avez frappé une femme qui a porté 2 de ses camarades blessés sur 5 kilomètres à travers une zone hostile. Vous n'avez pas seulement frappé une vétérane, vous avez giflé ce pays. Le motard regarda autour de lui, désespéré, agrippant son casque comme s'il pouvait s'y cacher. Mais Daniel Merrick s'approcha. « Vous allez le ramasser, vous allez sortir. Mais avant, vous allez lui serrer la main. Pas parce qu'elle le veut, parce que vous en avez besoin. » L'homme ne bougea pas, sa mâchoire serrée. Ses yeux passaient des caméras au visage impassible de la vieille femme. Personne ne respirait. La serveuse derrière le comptoir, la main tremblante autour d'une cafetière qu'elle s'apprêtait à apporter à Reagan avant que tout ne bascule, restait figée. Le motard, veste en cuir sur un débardeur sale, une aigle froissée sur l'épaule, semblait lutter pour trouver la force de faire ce qu'il ne comprenait même pas encore. Reagan ne broncha pas. Elle ne cligna pas des yeux. Elle n'offrit ni pitié ni colère. Rien qu'un silence insupportable, profond, le genre de silence que seuls ceux qui ont survécu à des guerres longues et oubliées savent imposer. Elle le regardait, sans rage, sans mépris, avec cette patience ferme et vide de ceux qui ont enduré l'ignorance, l'humiliation, le mépris, et qui sont restés debout. Finalement, sa main se leva, lentement, comme si le geste lui coûtait tout. Il la tendit vers elle, paume ouverte, doigt tremblant d'avoir trop souvent saisi les mauvaises choses. Elle la regarda longtemps. Tellement longtemps qu'il faillit la baisser. Le silence devenait insupportable, électrique. Puis elle la prit, non pour pardonner, mais pour rappeler. Sa main, petite et marquée par le temps, enveloppa la sienne comme un jugement final. Et sans un mot, il tourna les talons et sortit du café, dans un monde où son visage était déjà viral. Les téléphones bourdonnaient, les portes claquaient, mais personne n'applaudit. Ce n'était pas ce genre de moment. Derrière lui, les soldats qui s'étaient levés quand Reagan s'était dressé, qui avaient bougé dès que sa casquette avait touché le sol, saluèrent à l'unisson. Ils se retournèrent, visages impassibles, dos droit, et quittèrent les lieux au pas. Leurs bottes résonnaient sur le carrelage comme un tonnerre lointain, rappel d'un champ de bataille oublié. L'air qu'ils laissèrent derrière eux était dense, silencieux. Un silence qu'aucun mot ne pouvait briser. Il pesait sur les épaules comme une neige fine. Reagan se rassit avec la même grâce lente que celle avec laquelle elle s'était levée. Elle ajusta sa veste, souleva sa tasse et reprit calmement sa gorgée de café. Elle n'avait jamais haussé la voix. Ce soir-là, la vidéo fit le tour du monde. On lui donna 100 titres. Un colonel répond à l'agression de sa mère vétérane. On ne gifle pas une héroïne. Voilà ce qui arrive. Aucun mot, juste l'honneur. Des millions de personnes virent cette femme calme, assise dans un café, tenir tête sans colère,
sans théâtre, sans élever la voix. Les appels affluèrent. Des équipes de télévision s'installèrent devant le café. Des associations de vétérans proposèrent des cérémonies. Un sénateur parla même de promotion posthume. Des médailles qu'elle n'avait jamais demandées furent enfin évoquées. Des gens qui n'avaient pas prononcé son nom depuis des décennies l'écrivaient sur des formulaires de dons et dans les commentaires. Mais lorsqu'un journaliste lui demanda ce qu'elle voulait, Reagan répondit sans hésitation. La justice ne parle pas de punition, elle parle de mémoire. Alors elle ne chercha pas les projecteurs. Elle n'accepta pas d'invitations sur les plateaux télé, ni de banquets en robe à paillettes. Elle se mit à visiter des lycées, des bibliothèques, des centres communautaires, pas pour faire des discours, pour parler, pour écouter, pour transmettre des histoires que le monde avait presque oubliées. Des histoires sans applaudissements, sans parade, sans sauvetage spectaculaire. Elle parlait de choix, de silence, de peur, et de ce que ça signifie d'avancer malgré tout. Chaque matin, elle s'asseyait devant le café, sur un banc de bois, le même où elle attendait le bus avant d'économiser pour acheter son premier vieux camion. Quelqu'un y avait fixé une petite plaque en laiton, sans lui dire. Elle portait ces mots simples, réservés à St. Reagan Merrick, 101e aéroportée. Elle n'en parla jamais. Mais chaque matin, elle s'asseyait là, un café dans une main, un journal plié dans l'autre. Et des jeunes femmes venaient. Certaines en larmes, d'autres révoltées, perdues, incertaines d'avoir leur place. Reagan leur faisait de la place. Elle s'asseyait à côté d'elle, parfois seule, parfois en groupe. Elle posait des questions. Quel a été le jour le plus dur? Avez-vous regretté? Que faire quand personne ne croit que je mérite d'être là? Et Reagan répondait avec le calme d'une femme qui savait que son temps n'était plus mesuré en années, mais en échos. Quand son heure arriva enfin, 3 ans plus tard, personne ne s'attendait à ce que la serveuse, celle qui lui avait servi son café pendant 17 ans, soit celle qui se tienne au premier rang. Mais elle y était. Elle se tenait droite, tremblante, lorsque la garde d'honneur lui remit le drapeau plié. Pas à son fils, à elle. Parce que Reagan lui avait dit, un jour tranquille, à voix basse, « Tu m'as offert quelque chose que peu savent donner, la dignité, sans demander pourquoi je la méritais. » Elle pleura. Et sur la pierre tombale de Reagan Merrick, sous son nom, son grade et les années vécues, étaient gravés 5 mots simples. Elle a pris le coup, donné la leçon.